Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Nous sommes le mardi 11 juin. Voici les titres de ce journal. C'est un séisme à droite. Éric Ciotti, président des Républicains, a annoncé un accord avec le Rassemblement national, suscitant la colère de nombreuses figures de son parti qui crient à la trahison et appellent à sa démission. Nous recevrons le maire LR de Cannes, David Lisnard, puis le président du RN, Jordan Bardella. Plus que 19 jours avant le premier tour des législatives, comment faire si vous aviez prévu de partir? Nous vous dirons comment obtenir une procuration. Une policière est toujours en garde à vue après avoir ouvert le feu et tué un jeune de 19 ans dimanche soir à Cherbourg qui tentait d'échapper à un contrôle au volant d'une voiture volée. Nous irons en Ukraine à Kharkiv, bombardée quotidiennement par les Russes depuis des semaines. Nous suivrons les pompiers en ligne. Et puis nous prendrons l'air sur les toits des immeubles. Les cafés et restaurants s'installent sur les rooftops et font payer la vue. Le fait du jour, c'est un nouveau coup de tonnerre politique. Le président du Parti des Républicains, Éric Ciotti, a annoncé un accord avec le Rassemblement national. Il promet aux députés sortants LR qu'ils n'auront pas d'adversaire RN face à eux s'ils souscrivent à cet accord. Une annonce qui a suscité un tollé au sein des Républicains. Certains dénoncent une trahison et réclament sa démission. Julien Nény, Thierry Curtet. Au siège des Républicains, Éric Ciotti arbore en fin d'après-midi un sourire crispé et pour cause. Une dizaine de membres de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, interpellent directement le président du parti gaulliste. Vous faites tout à l'histoire de votre parti. Autant de compromission. Car un peu plus tôt dans la journée, Éric Ciotti brisait le tabou de la droite républicaine avec une annonce fracassante en vue des législatives. Il faut une alliance, c'est le sens de la Ve République. Une alliance avec qui, nous le faisons. Éric Ciotti? Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats. Une alliance LR-RN, c'est la fin du cordon sanitaire avec l'extrême droite, vieux de plus de 50 ans. Mais dans la foulée, l'immense majorité des ténors du parti lâchent leur patron. Laurent Wauquiez, pourtant proche du Niçois, publie cette tribune dans le Figaro avec une dizaine de cadres LR. La position exprimée par Éric Ciotti est une impasse, n'engage pas notre famille politique et ne représente en aucun cas la ligne des Républicains. Les appels à la démission se succèdent. Il ne peut pas rester, bien entendu, à la tête du parti. Mais je sais qu'il va s'accrocher. J'estime qu'il ne peut plus présider notre mouvement. Appuie le président du Sénat, Gérard Larcher, avant ce tacle d'un cadre du parti. La salade niçoise d'Éric Ciotti est à vomir. Car pour certains, la décision d'Éric Ciotti s'explique avant tout par la situation chez lui, à Nice. Dimanche aux Européennes, la liste LR n'y est arrivée que 6e, loin, très loin derrière le Rassemblement national. Or, Éric Ciotti assume une ambition, devenir maire de Nice en 2026. Fallait-il pour cela risquer une alliance avec le RN et une scission de son parti? Ce 11 juin 2024 marquera peut-être la fin d'une certaine idée de la droite républicaine. Cette annonce, on le voit, est en train de déchirer le parti. Les militants, les électeurs de la droite républicaine sont partants ou furieux. S'il y a déjà eu des accords locaux par le passé, un accord national, c'est une rupture avec la ligne de Jacques Chirac qui entendait faire rempart au RN. Christelle Méral, Muriel Jans et Marc Dana. Un parti désormais fracturé. Des électeurs et des militants face à un dilemme, l'alliance avec le RN. Ces jeunes femmes sont encartées chez les Républicains. Elles disent non à tout rapprochement avec le Rassemblement national. Beaucoup de chocs, parce qu'on est sur un parti républicain qui défend des valeurs républicaines. Et aujourd'hui, partir vers le Rassemblement national qui ne défend aucune de ces valeurs, en tant que militante LR, moi je ne pouvais pas le cautionner. Elle dénonce une décision solitaire d'Éric Ciotti. On n'a pas à partir chez Le Pen comme on n'a pas à partir chez Macron. On a un couloir, on a une ligne à défendre, on a des électeurs, on a quand même fait 7% aux élections. Un virage vers Marine Le Pen, dénoncé aussi dans ce quartier huppé à Paris par des électeurs du parti. Les alliances avec les extrêmes, c'est pas ce que je veux, c'est pas démocratiquement je pense, bon pour la France. Changement de décor et de ton à Cannes. Un bastion de la droite. Mais dimanche, le vote pour le Rassemblement national a largement dominé. Certains électeurs LR sont nombreux à défendre l'alliance. Il faut absolument qu'ils se regroupent pour faire quelque chose de fort. Bon, et puis il faut faire changer le pays quand même. Donc, je vois pas où est l'autre alternative, quoi. Des grandes manœuvres, également approuvées par cette
autre électrice LR. Je suis favorable parce que, pourquoi pas, il faut bien que, de toutes les façons, il y ait un accord. Ce sympathisant du parti espère que cet accord permettra au RN d'arriver au pouvoir. Il est temps peut-être de passer à autre chose. Et pourquoi pas, avec le Front National, voyons voir ce qu'ils sont capables de faire. Entre approbation et indignation, il y a aussi des militants qui hésitent entre deux lignes opposées. Et nous recevons David Lisnard, maire LR de Cannes et président de Nouvelle Énergie. Bonsoir. Bonsoir. D'abord sur la manière, est-ce qu'il vous a prévenu et est-ce que vous saviez qu'il discutait d'un accord avec Marine Le Pen? Non, on a appris la rumeur et puis on l'a appris quelques minutes avant Vous n'étiez son pas du tout passage informé. au journal. Mais si vous voulez, je crois que moi quand je vois ça, et c'est pour ça que je suis là ce soir, je me dis que la seule solution de sortir de toute cette polarisation, de toute cette politique qui est dans une spirale infernale de chaos, c'est précisément d'être constant. Et puis, dans la constance des principes, d'apporter de la nouveauté. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec Nouvelle Énergie. C'est aussi simple que cela. Mais c'est ce qui me motive plus que jamais. Dans le cas des LR, puisque vous êtes membre de LR, est-ce qu'il ne représente que lui ou il a évoqué des dizaines de parlementaires? Est-ce qu'il représente finalement une grande partie des élus LR? De ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est une décision qui lui est personnelle. D'ailleurs, on a bien vu que la réaction quasi unanime des cadres. Mais l'enjeu, objectivement, il n'est pas là. Moi, vous savez, je suis président des maires de France, je suis dans ma commune, d'ailleurs, on vient de voir de belles images, et ce que l'on voit, c'est des difficultés quotidiennes, d'écoles qui se dégradent, on voit des entreprises qui ont du mal à payer leur énergie, etc. Et ce que je crois, c'est que la solution, elle n'est évidemment pas dans la Macronie, parce que c'est l'échec, enfin, on est dans ce chaos qui a été voulu ou pas d'ailleurs par le président de la République, ça nécessiterait de longues heures de débat. Une extrême gauche qui est en train de prendre le pas sur la gauche, et ce qui est très malsain avec des gens qui sont pour le chaos, et un Rassemblement national qui propose la retraite à 62 ans ou 60 ans, c'est-à-dire une surdépense de 45 milliards, c'est 4 fois le budget de la justice. Moi, je veux que les délinquants aillent en prison. Je veux faire des prisons. Je voudrais qu'on retrouve une voie de la liberté. Donc, ce soir, vous faites quoi? Parce que certains appellent à sa démission. Ce soir, c'est très simple. Dénoncent une trahison. Qu'est-ce que vous faites, vous, au sein de LR? Où une telle décision qui engagerait le parti n'a pas été concertée, je pense que lui-même, parce que je le connais, et c'est quelqu'un qui a de l'honneur, ne pourra pas rester, je le crois, profondément. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que l'on vit là depuis quelques heures, depuis quelques jours, n'est qu'une étape de plus dans une situation chaotique de la politique. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut être solide, qu'il faut être costaud. Enfin, c'est une étape de plus dans l'explosion de votre parti. Ce que je voudrais, c'est que ce soit une première étape vers un renouveau et qu'on apporte une espérance pour tous ceux qui veulent que l'on réforme vraiment l'État pour le rendre au service des gens, que on s'attaque aux vraies causes des problèmes français. Et c'est cela qui m'intéresse. Oui, mais vous avez un problème à gérer au sein de votre parti. Oui, mais justement, moi, ce soir, avec Nouvelle Énergie, on va proposer des candidats, on va essayer de soutenir les candidats sortants. Vous parlez de Nouvelle Énergie, vous êtes déjà dans l'après. Mais ça fait des années que je le construis. Vous savez, si j'ai fait Nouvelle Énergie, dans l'après les Républicains, non, mais dans autre chose. Est-ce que les Républicains vont se transformer? Je le souhaite ardemment. Il y a des candidats formidables. Ils sont pour les LR, ils ont été solides, ils ont résisté aux sirènes. Ils ne sont pas allés à la soupe avec Emmanuel Macron. Ils vont pas à la soupe de l'autre côté. Et aujourd'hui, il faut les soutenir. Que vous défendez. Non, c'est pas le nini. C'est une vision de la société, c'est une vision de l'organisation du pays qui soit efficace. Qu'enfin on s'attaque à nos vrais problèmes. Pourquoi on a un problème migratoire? C'est pas en surjouant et en disant qu'on va virer tout le monde. C'est parce qu'aujourd'hui il y a une impuissance publique. Nous sommes dans une crise de l'exécution publique. Et comme dans une entreprise, comme dans une association, les salariés, les chefs d'entreprise, ils le savent très bien. Il faut chercher l'efficacité. On est au bout de cette façon théâtrale de faire de la politique et on va en finir avec cela. Merci à vous. Merci beaucoup, David Lisnard. Les responsables des partis de gauche, cette fois, ont annoncé hier soir être parvenus à un accord de principe pour s'unir derrière la bannière du Front populaire. C'est François Ruffin de LFI qui en avait lancé l'idée dimanche. Que comprend cet accord? Comment vont être choisis les candidats? Qui pourrait être le Premier ministre en cas de victoire? Alexandre Peyrou, Saada Souban et notre bureau de Montpellier. Parviendront-ils à faire campagne ensemble? Toute la journée, Verts, Insoumis, Socialistes et Communistes ont discuté derrière ces murs. Ce soir, pas de fumée blanche, mais les négociateurs sont plutôt optimistes. Oui, nous serons un bloc politique qui sera un bloc fort, mais qui ne sera pas simplement la gauche. Ce sera la gauche, ce sera la société civile. Vous êtes confiant? Je suis en tout cas serein et déterminé pour la France, parce que notre objectif, c'est de gagner. Hier soir, après des heures de tractation, ils se sont déjà mis d'accord sur le principe de candidatures uniques dans chaque circonscription, sous une même bannière, le nouveau Front populaire.
Même les socialistes hostiles à la France insoumise, comme Carole Delga, applaudissent. Face au péril de l'extrême droite, Macron met la France en danger. Je dis oui au Front populaire. Mais les tractations sont loin d'être terminées, que ce soit sur le nom de chaque candidat et surtout sur le programme. Les sujets de divergence restent nombreux, notamment autour du conflit israélo-palestinien. Alors les électeurs de gauche suivront-ils? Ici à Montpellier, les positions semblent encore très éloignées. Je trouve qu'il vote quand même beaucoup de lois comme les macronistes, donc c'est pour ça que je suis pas trop du côté du PS en gros. Voilà, et puis par rapport à la Palestine, quand on voit des militants de LFI scander Israël assassin, Glucksmann complice, ça me semble compliqué. Autre question, quelle tête d'affiche pour incarner ce Front populaire et potentiellement s'installer à Matignon? Les noms de Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin ne semblent pas faire l'unanimité. L'ancien patron de la CFDT, Laurent Berger, évoqué hier par Raphaël Glucksmann, n'a toujours pas répondu à cet appel. Il y a la mobilisation des politiques, des partis pressés de s'allier, puis celle des électeurs qui veulent voter aux législatives. Certains ne seront pas là, seront loin de leur bureau de vote le 30 juin et pour le second tour le 7 juillet. Comment établir une procuration? Jusqu'à quelle date peut-on faire sa demande? Mode d'emploi avec Astrid Mesmorian, Théo Souman et Pierre Véron. Des élections qui coïncident avec le début des vacances d'été. Des délais contraints, certains électeurs ont pris les devants. Je serai absent pour le deuxième tour, donc voilà, j'ai donné ma procuration à mon voisin. Vous avez toute confiance en lui? Oui, certainement. C'est le même que moi. Mon mari vote pour un monsieur, je vote pour sa femme, mon fils vote pour son fils et ma fille vote pour sa fille. Alors y aura-t-il une ruée sur les procurations? Pour la seule journée d'hier, 16 000 ont déjà été validées. À Villeurbanne, les services de la mairie se préparent. Le 9 juin, nous attendons à devoir traiter un volume de procuration beaucoup plus important que sur un scrutin organisé plus à l'avance. Les démarches à effectuer sont-elles simples? Il est possible de remplir le formulaire en ligne sur le site Ma Procuration. Il faut ensuite se présenter au commissariat ou au tribunal pour validation. Il faut juste valider la procuration, ça dure 30 secondes dans le poste de police. Si vous disposez déjà d'une identité numérique certifiée et d'une carte d'identité nouveau format, validée en mairie, nul besoin de se déplacer, tout est faisable en ligne. Enfin, il est bien sûr possible de tout faire physiquement au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal muni des numéros d'électeurs. Enfin, les délais sont-ils suffisants? À Allo, près de Marseille, 20 000 habitants, déjà 60 procurations reçues en 2 jours et le conseil, c'est d'anticiper. Il n'y a pas de date limite qui est fixée. Par contre, il faut prendre en compte qu'il y a quand même des délais de traitement, d'acheminement et de validation en fait, des procédures de procuration. Il faut bien avoir en tête qu'elle ne peut pas être faite la procuration déposée dans la nuit de samedi à dimanche matin. Celui qui reçoit la procuration ne peut en recevoir qu'une seule, établie en France, plus une autre, établie à l'étranger. Il devra voter dans le bureau de vote de l'électeur absent. Plus que 19 jours pour organiser le premier tour. Il faut imaginer ce que c'est pour une mairie. Il faut mobiliser des locaux, du personnel, des assesseurs. Parfois, on a loué la salle des fêtes pour un mariage. Comment faire alors? Reportage en Isère de Denis Sébastien et Thierry Germain. Saint-Alban-de-Roche, 2000 habitants et depuis dimanche soir, un défi à relever. Les élus ont un peu moins de 4 semaines pour organiser 2 nouveaux scrutins. Ici, il n'y a qu'un bureau de vote et d'habitude, il est installé dans la salle des fêtes. Problème, le lieu est retenu depuis longtemps pour des fêtes familiales. 30 juin, c'est réservé pour un anniversaire. Le 7 juillet, c'est réservé également pour le week-end pour un mariage. Pour un mariage. C'est compliqué, des gens ont préparé les festivités depuis plusieurs mois, donc c'est compliqué de leur dire qu'on va changer. La solution, ce sera une salle de l'école primaire. Mais avec une surface divisée par 3, il va falloir gérer le flux des votants. De 250, on passe à 75 mètres carrés. C'est vrai que c'est un peu juste, mais ça va rentrer quand même. Début de la période estivale et des vacances, la plus grosse difficulté, c'est de trouver des bénévoles pour tenir le bureau de vote. Le maire multiplie les appels pour remplir les permanences. T'as de la dispo le 30 juin? C'est plus dur? Et sur le 30 juin, là, tu as une préférence horaire ou... Dans le village, les habitants que nous avons croisés ne sont pas certains de pouvoir se rendre disponibles.
Écoutez, on a déjà beaucoup de travail en restauration, mais on peut peut-être s'arranger. Il faudrait qu'on puisse s'organiser, mais ça risque d'être compliqué quand on est toute seule à gérer les enfants. Même préoccupation à plus grande échelle dans la ville voisine de Bourgoin-Jallieu, 30 000 habitants. Ici, il y a 17 bureaux de vote en tout à préparer. À peine rangés, tout le matériel utilisé pour les européennes va devoir être ressorti et de nouveau vérifié. C'est les stylos, les calculettes bien entendu pour compter les résultats, ça aide. C'est des bricoles mais il faut s'assurer qu'elles sont encore en place parce que c'est pas le dimanche matin qu'il faudra se rendre compte qu'il m'en manque. Le constat est partagé par beaucoup d'élus, le calendrier n'est pas très favorable. Les délais sont en tout cas jugés très courts pour des élections qui se préparent habituellement des mois à l'avance. Des rassemblements sont organisés ce soir dans plusieurs villes à l'appel de différents syndicats de gauche. Des manifestations contre l'extrême droite qu'ils estiment aux portes du pouvoir après la large victoire du RN aux européennes dimanche. Les grands partis de gauche ont appelé à une grande mobilisation ce week-end. Et la tête de liste RN aux européennes, également président du parti, est notre invité. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir, merci de votre invitation. Alors hier soir, vous disiez discuter avec certains députés, les Républicains, pour éventuellement les rallier. Cette fois, c'est un accord qu'on évoque avec Éric Ciotti. C'est un accord réel et important que vous avez conclu avec le président des LR. Emmanuel Macron a pris une décision forte, celle de convoquer de nouvelles élections législatives. Moi, je souhaite remporter ces élections législatives. Et pour remporter ces élections législatives, j'ai souhaité bâtir et je souhaite construire une majorité de projets, une majorité de redressement pour le pays. Et donc, j'ai donc lancé un appel à toutes les formations politiques patriotes autour du Rassemblement national qui veulent venir contribuer à cette majorité de redressement. Mais c'est une véritable alliance ou c'est juste un accord avec des députés qui veulent sauver leur poste en évitant d'avoir un député RN, un candidat RN face à eux? Je pense que le poste de M. Ciotti n'est pas menacé, en l'occurrence à Nice. Mais l'enjeu de ces élections législatives, c'est de rassembler une majorité d'hommes et de femmes politiques engagés pour redresser notre pays et pour mettre fin à la situation de désordre sécuritaire, migratoire et budgétaire dans laquelle nous fait plonger Emmanuel Macron. Je me félicite qu'Éric Ciotti ait répondu favorablement à cet appel et je vous confirme ce soir qu'il y aura donc un accord dans ces élections législatives entre le Rassemblement national que je préside et que je conduis, les Républicains, et il y aura un certain nombre de députés des Républicains sortants ou investis qui seront soutenus par le Rassemblement national. Il y en aura plusieurs dizaines. Nous avons évidemment échangé avec le président Ciotti. Nous allons continuer de le faire dans les prochaines heures et sans doute un petit peu plus tard dans la nuit pour saisir cette opportunité historique autour de 3 grandes priorités. C'est la charte, justement. Marine Le Pen a évoqué une charte qu'ils devront signer pour pouvoir participer à cet accord. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette charte ? Si les Français m'accordent leur confiance et que je suis demain le chef du gouvernement, j'établirai des urgences et des priorités qui me semblent être celles aujourd'hui du pouvoir d'achat, de la sécurité et de l'immigration. Ce sont sur ces 3 grands chantiers que nous avons établi une charte qui a été soumise au président Ciotti, qui est soumise aussi évidemment à la disposition de tous les patriotes qui souhaitent nous rejoindre dans ce combat. Mais lors de ces législatives, il y a la possibilité de donner à la France une majorité nouvelle et un gouvernement patriote d'union nationale. Vous évoquez ces points de convergence. Bon, sur le pouvoir d'achat, c'est vrai que c'est assez large, mais il y a des points de divergence très très forts. Je pense notamment à la réforme des retraites. Vous voulez une retraite à 62 ans. Éric Ciotti, lui, défend une retraite à 65 ans et beaucoup d'économies. C'est un sujet majeur. Qui va céder ? Il y a des divergences, évidemment, de sensibilité qui peuvent exister sur beaucoup de sujets. C'est plus que ça, c'est fondamental. Ma priorité comme chef du gouvernement, si les Français nous accordent leur confiance dans quelques semaines, sera de traiter l'urgence. Je distingue l'urgence de l'importance. L'urgence, je l'ai dit, c'est le pouvoir d'achat. Ce sont les factures d'électricité. Il y a des millions de Français aujourd'hui qui n'arrivent plus à se chauffer, qui n'arrivent plus à se soigner, qui n'arrivent plus à se déplacer. Partons sur la réforme des retraites. La réforme des retraites viendra dans un second temps. Ça veut dire que vous ne la supprimerez pas. Non, mais je l'ai dit. Il est aujourd'hui inconcevable que des gens qui font des métiers difficiles, qui font des métiers de force, qui ont commencé à travailler très tôt, soient contraints de travailler beaucoup plus tard. Donc vous la supprimerez ou vous ne la supprimerez pas ? Nous reviendrons évidemment sur la réforme Macron, qui est une réforme sur le plan économique
qui catastrophique qui fait va faire alourdir. des économies malgré tout. Non, elle ne fait pas des économies. C'était le Et je but vais vous aussi. dire, elle ne fait pas des économies d'âme. Et je vais vous dire, La vôtre, elle est budgétée à 22 milliards. La première décision que je prendrai, ça n'a jamais été fait, c'est de réaliser un audit financier sur les comptes de l'État. Emmanuel Macron s'est caractérisé par la déraison budgétaire et on voit qu'aujourd'hui, nous serons contraints de réparer un pays qui est aujourd'hui face au mur de la dette, au mur des déficits commerciaux et au mur du déficit public. Et je souhaite mettre fin à cette spirale de la dette. Donc on avance l'assurance chômage. Vous êtes contre cette réforme qui durcit les conditions d'attribution des pensions de l'assurance chômage. Eux, c'est l'inverse. Ils veulent durcir. Alors qui va gagner là encore? Mais moi, je suis fatigué qu'on demande des efforts toujours aux mêmes. La réforme de l'assurance chômage s'est déjà exprimée à 2 reprises. Le gouvernement Attal a cherché à faire des économies dans une caisse qui est aujourd'hui excédentaire. Moi, je pense qu'il y a des tabous à briser. Il faut s'attaquer à la fraude. Il faut s'attaquer à la fraude sociale. Il faut s'attaquer, madame, aussi, vous êtes et je m'y attellerai. Frontalement opposé à la conception des Républicains. Au tabou de l'immigration de guichet social. On demande toujours des efforts aux mêmes, pendant que l'État est toujours généreux, avec bien souvent des gens qui viennent de l'étranger, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais cotisé et qui bénéficient de prestations sociales. Je souhaite rétablir de la justice sociale et j'en ai un petit peu assez qu'on demande des efforts toujours aux mêmes. Et c'est la raison pour laquelle moi je ferai du pouvoir d'achat une priorité de mon action. Hier, vous discutiez avec un autre parti, c'est le parti Reconquête, représenté dans les discussions par Marion Maréchal. Elle pensait qu'une alliance était possible. Elle dénonce un changement de position cet après-midi de votre part. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai discuté avec Marion Maréchal, comme j'ai discuté avec le président Ciotti. Les discussions avec Marion Maréchal n'ont pas abouti. Elle parle de revirement. Non, pour bâtir une alliance et une majorité, il faut de la confiance. Or, j'estime que les prises de position d'Éric Zemmour tout au long de la campagne européenne, que les invectives qu'il a multipliées à l'égard du Rassemblement national et les positions parfois très excessives qu'il peut prendre ont rendu les conditions d'un accord caduc. Mais on a l'impression que vous favorisez des gens qui ont finalement des conceptions plus éloignées des vôtres que vos plus naturels alliés. Pas du tout. Bah, si. Sur la sécurité et sur l'immigration, il y a beaucoup d'électeurs des Républicains qui partagent les valeurs des électeurs du Rassemblement national. Moi, je crois dans l'union. Je pense que l'union fait la force, que l'union fait la France et que face à Emmanuel Macron, mais aussi face à ce péril nouveau qu'on voit se reconstituer aujourd'hui autour de l'extrême gauche, autour de la France insoumise, qui utilise l'insurrection, qui joue sur les braises du conflit israélo-palestinien pour importer en France un antisémitisme d'atmosphère, eh bien, nous devons nous unir, faire un bloc républicain contre eux. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'appelle à un vote de sursaut les 30 juin et 7 juillet prochains. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Madame au soir du 7 juillet, quels que soient les résultats des élections législatives, Emmanuel Macron ne démissionnera pas. C'est ce qu'affirme le président dans une interview au Figaro, démentant une rumeur. Autre rumeur, on a pu lire qu'Emmanuel Macron avait choisi de dissoudre l'Assemblée pour pouvoir se représenter pour un 3e mandat consécutif. Est-ce seulement possible? C'est le vrai ou faux de Gaspard de Florival et Laurent Desbois. Depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, une rumeur enfle sur les réseaux sociaux. Des internautes affirment qu'en cas de revers électoral à ces élections législatives anticipées, Emmanuel Macron pourrait démissionner et se représenter dans la foulée à la présidentielle. Des tweets vus pour certains plus d'1 million de fois. Macron démissionne après les législatives. Comme ça, il pourra se représenter en 2027. Ne pas finir son mandat pour pouvoir se présenter une 3e fois. Pas con, ça se tente, mais dangereux. Alors, vrai ou faux, Emmanuel Macron peut-il se présenter une 3e fois d'affilée à la présidentielle? C'est faux. L'article 6 de la Constitution française est très clair. Il prévoit que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Mais alors, est-ce que cet article 6 s'applique aussi en cas de démission du chef de l'État avant la fin de son quinquennat? Oui, cela ne change rien selon les constitutionnalistes que nous avons contactés. Si Emmanuel Macron voulait se représenter, il faudrait quoi qu'il arrive un mandat de battement entre les 2 candidatures. Alors pourquoi cette rumeur sur les réseaux sociaux? La confusion des internautes vient peut-être d'un précédent qui a eu lieu il y a 2 ans à plus de 15 000 km de l'Élysée, en Polynésie française. En effet, en 2022, le Conseil d'État a autorisé le président de l'archipel à se présenter une 3e fois parce qu'il n'avait pas effectué un mandat complet. Mais cette décision locale n'est pas transposable à l'élection d'un président de la République.
Il est apparu que la réforme des retraites fera partie des sujets de débat de la courte campagne des législatives. Les chiffres du Conseil d'orientation sur les retraites risquent d'alimenter ce débat. Le déficit du régime devrait être 2 fois plus important que prévu cette année. Il devrait atteindre 14 milliards en 2030. Comment l'expliquer? Paul-Luc Monnier et Sylvain Guillaume. Il devait partir à la retraite début janvier. Ce sera finalement fin juin. J'ai pris 6 mois ferme. Une réforme peut être insuffisante, car le système sera déficitaire dès cette année, selon le Conseil d'orientation des retraites. Les 6 mois, je les ai acceptés parce que je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose quand même, c'est vrai, mais bon, c'est dur. Selon les dernières prévisions, le déficit des retraites sera plus important que prévu, malgré le recul de l'âge légal. 5,8 milliards d'euros de trous en 2024, et même 14 milliards en 2030. Alors faudra-t-il une nouvelle réforme? C'est la crainte de ces ouvriers. Moi j'adore mon métier, mais de me dire que je dois partir 2 ans, à chaque fois on me rajoute 2 ans, même si je suis jeune maintenant, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu démotivant. L'entreprise aussi est dans le flou. Pour équilibrer les retraites, il n'y a que des mauvaises solutions, selon la direction. Cotiser plus, ça nous semble difficile, parce que c'est un secteur qui est très concurrentiel, et de dire à nos seniors de rester encore plus longtemps dans un métier qui physiquement est très sollicitant, ça devient très compliqué. Oui. Et pourtant, après plusieurs années dans le vert, le système va repasser dans le rouge cette année. Le déficit des retraites pourrait même atteindre 0,8% du PIB en 2070. La méthode de calcul est contestée par plusieurs syndicats, mais pour certains économistes, une nouvelle réforme pourrait s'imposer. Si on veut équilibrer coûte que coûte le régime des retraites, ça veut dire qu'il va falloir mettre en place une nouvelle réforme et modifier un certain nombre de paramètres du régime de retraite, que ce soit l'âge légal, la durée de cotisation, ça peut être aussi le niveau des cotisations ou le niveau des pensions. Des questions qui seront sans doute au cœur de la campagne des législatives, plusieurs partis souhaitant l'abrogation de la réforme des retraites, votée l'an dernier. Une policière a été placée en garde à vue pour homicide volontaire après avoir tiré sur un jeune homme de 19 ans au volant d'une voiture volée alors qu'il prenait la fuite. Cela s'est passé dimanche soir à Cherbourg, dans la Manche. L'enquête est confiée à l'IGPN, la police des polices, Thomas Cuny, avec Thomas Paga et Mathieu Baudouin. Quelques fleurs déposées à l'endroit où Sullivan a perdu la vie. Le jeune homme de 19 ans a été tué par une policière suite à un refus d'obtempérer dans ce quartier de Cherbourg, provoquant l'émoi des habitants. C'est inacceptable en fait, d'enlever la vie à un enfant, un jeune ou un adulte comme ça. Maintenant, on va espérer que la justice fasse son devoir. Dimanche soir, un équipage de police a tenté de contrôler un véhicule roulant selon eux à une vitesse excessive. Après un refus d'obtempérer, les 3 occupants prennent la fuite à pied. Parmi eux, Sullivan aurait bousculé volontairement l'un des policiers qui riposte avec un taser. Au même moment, sa collègue utilise son arme à feu sous les yeux de plusieurs témoins. Le jeune homme était déjà par terre et on entendait le bruit quand il respirait. Il avait du mal à respirer et les pompiers n'étaient pas encore là. Et après, les secours sont arrivés, ils ont tout fait pour le sauver, mais il n'y avait plus. Blessé à la poitrine, la victime n'a pas survécu. Ce soir, la famille annonce porter plainte contre X pour homicide volontaire. Son grand frère que nous avons rencontré décrit un jeune homme apprécié dans le quartier. Mon petit frère était quelqu'un qui respectait tout le monde, tous ceux qui étaient plus âgés que eux, très gentil, courtois. À chaque fois, on me disait que du bien de lui. Et une partie de nous qui n'est plus là. C'est très dur pour nous, pour tout le monde. Hier soir, ces événements ont provoqué des échauffourées à Cherbourg. Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule était déclaré volé. Le syndicat policier Alliance soutient la fonctionnaire, auteur du coup de feu. Effectivement, on est armé, mais on n'est pas des cow-boys, quoi. On fait usage de l'arme que si vraiment c'est nécessaire. La justice évoque à ce stade un homicide volontaire. À l'issue de sa garde à vue, la policière doit être déférée et présentée à un juge d'instruction. Un incendie a détruit 600 hectares de forêt dans un massif du Var. 200 pompiers sont sur place, aidés par 3 bombardiers d'eau. Mais leur travail est compliqué par le vent qui attise les flammes. On retrouve Didier Brignant à Vidauban. Bonsoir Didier. Est-ce que l'incendie progresse toujours ?
Absolument, à l'heure qu'il est, les flammes poursuivent leur progression. Déjà 600 hectares de forêt brûlés. L'incendie s'est déclaré cet après-midi à Vidauban, dans le Var, dans le massif des Morts, attisé par un vent d'ouest et à des rafales entre 70 et 90 km/h. Plusieurs centaines de pompiers sont mobilisés. Des maisons ont été évacuées de manière préventive. Aucune victime pour l'instant n'est à déplorer. Merci Didier. Mohamed Amra court toujours, 4 semaines après son évasion spectaculaire au péage d'Incarville, lors d'une attaque qui a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. En revanche, on n'en sait plus sur les conditions de sa détention à la prison de la Santé, qui pose question. C'était un détenu dangereux qui gérait son trafic et son réseau par téléphone depuis sa cellule. Récit de Nathalie Pérez et Éric Pelletier. Son signalement est dans tous les commissariats. À l'étranger, il fait l'objet d'une fiche rouge à Interpol. 4 semaines après son évasion, Mohamed Amra et ses complices restent insaisissables. Pas un indice, pas l'ombre d'une piste concrète. La dangerosité de l'homme le plus recherché de France a-t-elle été sous-estimée ? Le petit délinquant serait devenu un caïd du narcotrafic. C'est ce que révèlent des écoutes réalisées en 2023 dans sa cellule, alors qu'il était incarcéré à la prison de la Santé. Un chef de gang qui, derrière les barreaux, avec ses complices, rackettait d'autres trafiquants de drogue, comme ici, où il exige 2 kilos d'héroïne. Tu vas me filer 2 kilos d'héros tout de suite. Il n'y a pas de demain. Là, il est 18h53 tout de suite, je te dis. Joue pas à cache-cache. Quand son interlocuteur refuse, voici ce qu'il ordonne. Dis-lui que je vais envoyer quelqu'un chez lui. Il va lui arracher les cheveux et mettre le feu à son gosse. Écrase-lui la tête et jette-le dans la Seine. Il va voir, je suis plus fou que lui, moi. L'enquête n'a pas pu vérifier si ces menaces ont été mises à exécution, mais pour le personnel pénitentiaire en charge du détenu Amra, ces écoutes suffisamment graves auraient dû leur être transmises. Même le renseignement pénitentiaire n'avait pas ces infos-là. C'est ça qui crée la rage un peu chez nous. Ce sont ces révélations qui viennent au fur et à mesure et qui nous disent on aurait pu éviter tout ça. Mohamed Amra est-il allé trop loin dans le racket et les expéditions punitives, au point d'être enlevé par un concurrent du narcotrafic? Un scénario aujourd'hui envisagé par les enquêteurs. Ce que l'on a constaté, c'est une augmentation des violences et des actes entre trafiquants de stupéfiants. Il y a des actes extrêmement violents qui peuvent être perpétrés, des enlèvements, parfois effectivement des séquestrations qui sont réalisées. Le fugitif est-il toujours en vie? Le commando qui a organisé son évasion se cache-t-il encore en France? 4 semaines après l'attaque sanglante au péage d'Incarville, les questions demeurent. Les émeutes en Nouvelle-Calédonie ont fait une nouvelle victime. Un homme est mort des suites de ses blessures. Un gendarme du GIGN lui avait tiré dessus le 29 mai dernier, répliquant à des tirs. Le bilan s'élève désormais à 9 victimes depuis le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie. À l'étranger, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'exprimait aujourd'hui à Berlin, a appelé ses alliés à augmenter leur aide pour lutter contre les attaques aériennes russes. Depuis 2 mois, la 2e ville d'Ukraine, Kharkiv, est sous un feu quotidien. Les pompiers sont en première ligne. Leurs casernes sont aussi des cibles pour les Russes. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux, Dorothée Olyric, Régis Maté, Lucille Feuillebois et Oksana Leuta. La ville de Kharkiv est ciblée quotidiennement par des missiles, des bombes planantes et des drones kamikazes. Au pied de la résidence ravagée, les pompiers s'activent. Il faut chercher les victimes et éviter toute reprise de flammes, en espérant qu'il n'y aura pas une 2e frappe ici même. Quand ils ne sont pas en intervention, les pompiers s'entraînent inlassablement. Des gestes pour secourir des civils dans les conditions les plus difficiles. Dans cette caserne, les hommes sont de garde 4 jours, 24 heures sur 24. C'est Natalia qui reçoit tous les messages à la radio et informe les pompiers de la situation. Est-ce que les casernes sont des cibles pour les Russes? Oui, bien sûr. Pas le temps de finir sa phrase. Attention tout le monde, attention, départ d'un missile balistique de Belgorod. Alerte, rejoignez les abris, missile balistique. La frontière russe est proche, le missile peut atteindre sa cible en 40 secondes. Il faut vite s'abriter derrière ces murs épais. La bombe planante, elle est où là? Juste au-dessus de la ville. Dans combien de secondes elle va exploser? 15 à 20 secondes environ. La bombe est tombée plus loin, en banlieue. Vous pouvez respirer. Mais ne respirez pas trop, il y a de nouvelles frappes. À la fin de l'alerte, les soldats du feu se retrouvent dans la cour. Parmi eux, Vova, un jeune homme de 30 ans. Il a perdu son père, pompier également, il y a 1 mois et demi. Il nous emmène
à l'écart, dans la pièce consacrée aux victimes. Voilà les 3 amis, Sirioga, Vovchik et mon père. Ils sont morts tous les 3 en même temps. Ils étaient chauffeurs de camions de pompiers. C'est trop dur. Vova et son père étaient ensemble en intervention après une frappe de missile quand les Russes ont visé les secouristes une nouvelle fois. La scène a été filmée. Vova, regarde-moi. Vova, tu entends? Vova, calme-toi. Vova accepte pour la première fois de revenir sur cette nuit tragique. Nous avons été envoyés sur le lieu d'une frappe. Et pendant que nous étions en train d'éteindre l'incendie, nous avons reçu l'information comme quoi plusieurs drones kamikazes volaient dans notre direction. Un drone Shahed a explosé, selon mes informations, au moment où mon père courait vers un abri. Ce drone contenait environ 130 kg de charge explosive, et tous ceux qui se trouvaient dans un rayon de 20 mètres n'avaient aucune chance de survivre. Un drone Shahed après une première frappe pour faire le maximum de victimes. Après, je suis arrivé et en m'approchant des véhicules, j'ai vu à terre les corps de plusieurs pompiers. J'ai compris pourquoi mon père n'avait pas répondu quand j'avais essayé de l'appeler. J'ai vu mon chef, il est venu vers moi et m'a empêché d'avancer. Et je lui ai demandé « Est-ce que mon père est mort ?» À ce moment-là, il m'a forcé à me retourner. C'est à ce moment que cette vidéo a été tournée. Aujourd'hui, à l'intérieur de moi, il y a de la colère. J'ai des envies de vengeance. Mais je sais que ça ne changera rien, malheureusement. Ma mission, c'est de continuer à aider les gens et les protéger au maximum. Une nouvelle bombe vient d'exploser dans un autre quartier résidentiel. Vova repart avec ses frères d'armes. Retour en France où une application permet aujourd'hui une meilleure cohabitation entre agriculteurs et riverains. Elle permet de signaler les heures d'épandage des pesticides sur les parcelles. C'est une obligation légale, mais avec cette application, on touche instantanément plus de monde. Reportage de Simon Écotier et Jacques Dubos. Allez. Okay, allez. Dans le vignoble bordelais, c'est la saison des traitements. Ici, du soufre et du cuivre, des produits qui protègent les plantes des maladies, mais qui chez les humains peuvent irriter les yeux et les voies respiratoires. Alors avant l'épandage, Jérémy Ducour a prévenu tous ses voisins grâce à une application mobile. Donc on peut signaler en fonction du délai météo qu'on a, soit 12 heures, 24 heures ou 48 heures avant. Et chaque riverain situé à 400 mètres du point signalé, donc chaque petite pancarte c'est un point signalé, va recevoir une notification sur son téléphone. Pesticides, fongicides, désherbants, pour tous ces traitements, la loi oblige les agriculteurs à prévenir les habitations attenantes à la parcelle. L'application, elle, touche un public plus large. L'application permet aussi, si on se promène et qu'on va à une heure de chez soi, de visualiser les parcelles éventuellement de culture qui ont été en traitement. En Gironde, plus de 100 000 hectares de vignes sont cultivés. Certains jardins sont situés à quelques mètres seulement des parcelles. Comme chez Patrick Sénac, qui a téléchargé l'application. Il la juge utile, même s'il aimerait que la nature des produits pulvérisés soit indiquée. Quand ça se passe, je reste plutôt chez moi. J'essaye de pas être dehors au moment où ils les appliquent, quoi. C'est tout, parce que bon, il y a une certaine dispersion. Si jamais il y avait un danger quelconque, mais j'ai pas de crainte a priori. Comme lui, en 3 ans, 650 agriculteurs et 1800 particuliers ont téléchargé l'application. Mais elle reste malgré tout peu connue, notamment des riverains. Comme Jean-Noël Saint-Marc, son voisin viticulteur utilise l'application, mais lui n'en a jamais entendu parler. Voilà, venez voir. Pourtant, selon lui, prévenir les riverains avant chaque épandage est une question de respect et de santé. Il m'est arrivé une fois, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils utilisaient comme produit, mes yeux se sont mis à pleurer. Donc là, il y a eu quelque chose qui m'a attaqué les yeux, ça c'est certain. Quoi, je ne sais pas.
Selon la Chambre d'agriculture qui l'a mise en place, l'application permet avant tout aux producteurs d'expliquer leurs pratiques. Elle est désormais aussi testée en Charente-Maritime. Une trentaine d'agriculteurs volontaires pourront l'utiliser. Avec la douceur printanière, les restaurants, les bars installés sur les toits attirent de nouveau la foule. Les rooftops ont la cote et ils savent faire payer la vue. Plus une ville sans sa terrasse perchée et animée, seuls les voisins peuvent parfois s'en plaindre. Reportage Marie-Candice Delouvrier et Pierre Véron. Prendre de la hauteur en plein centre-ville pour partager un verre ou un repas entre amis. De Lille à Toulouse en passant par Marseille, toutes les grandes villes ont désormais leur rooftop. Des bars-restaurants à ciel ouvert, un concept venu des États-Unis qui peut s'avérer très rentable. Combien de cocktails vous allez faire là ce soir? Oula, beaucoup. À Marseille, près de la Canebière, ce restaurant s'appuie sur l'atout numéro 1 des terrasses sur les toits, un panorama à couper le souffle. La vue sur chez nous, la bonne mer, les réformés Canebière, c'est extra. Ça donne de la perspective, puis ici c'est génial, on a les collines, la bonne mer, c'est sympa. Les prix prennent aussi un peu de hauteur. Comptez 32 € le menu à midi, 25 pour un plat en moyenne, plus élevé que les tarifs de ce quartier populaire. Être en haut de la Canebière, dans un endroit qui n'était pas forcément très recherché, et avoir finalement cette clientèle qui vient jusqu'à nous, pour nous aujourd'hui, je pense que c'est un gage de réussite. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant réalise 40 000 € de bénéfices par an, mais vise au moins 5 fois plus dans les années à venir. À Toulouse, la terrasse sur les toits la plus célèbre n'est pas indiquée. Mais chaque samedi soir, on se bouscule pour atteindre le dernier étage de ce grand magasin. Ce serait pour boire un verre? Oui. Allez, suivez-moi. 200 réservations pour le restaurant ce soir-là, sans compter les passages au bar. La terrasse peut servir jusqu'à 800 cocktails par jour. Ces étudiants ne regardent pas à la dépense. À peu près 12 € chaque verre. Donc ça fait dans une quarantaine d'euros. Mais... C'est un budget quand même pour boire un verre. Oui, c'est un budget. Mais après, on sait que quand on vient ici, c'est pas pour boire une limonade à 5 €, quoi. On le sait. 80% du chiffre d'affaires se fait à l'extérieur l'été, mais s'appuie aussi sur des soirées spéciales à l'intérieur avec DJ. Très relayées sur les réseaux sociaux. Donc le restaurant amène des clients pour la partie club, le club amène des clients pour le restaurant. Et voilà, donc tout ça se nourrit et génère une belle rentabilité. Ouais. Mais dans certains cas, cela crée des nuisances avec les voisins. Près de Toulon, cette terrasse est située juste au-dessus d'un magasin de cuisine, dans un lotissement. Elle donne directement sur les fenêtres de ce propriétaire. Que tous les gens descendent et parlent en bas, crient. Je suis monté sur la terrasse et c'est marqué qu'elle peut recevoir 65 personnes. Donc 65 personnes, c'est beaucoup. Résultat, il a renoncé à utiliser sa propre terrasse les soirs d'ouverture, du jeudi au samedi. Il y a des cris incessants, de la musique, c'est vraiment devenu invivable. La maison a quand même perdu de la valeur vu le contexte d'à côté. Il y a 2 ans, la justice a contraint le gérant à fermer à 22 h au lieu de minuit. Il n'a pas souhaité nous accorder une interview. Les terrasses sur les toits n'échappent pas à la législation sur les nuisances sonores. Et si vous voulez tout savoir sur les sources de nos reportages, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Dans un instant, le journal météo climat. 21 h, les championnats d'Europe d'athlétisme à Rome en direct, commentés par Alexandre Pasteur, Benoît Durand et Nelson Montfort. Vous retrouverez Alexandra Usan, Canal 27 dans le 23h Info. Demain, 6h30, Télématin, 13h, Julien Bugier. Bonne soirée, à demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.